J'ai le plaisir de vous accueillir sur cette nouvelle table ronde Channel News qui va être consacrée aux espaces de travail numérique. Alors depuis quelques années, on assiste à un déclin de la virtualisation des postes de travail et une montée en puissance des applications SaaS s'exécutant sur un navigateur. Pour autant, chacun s'accorde à dire que les espaces numériques 100% web ne sont pas pour demain. Le marché est donc installé dans une forme d'hybridation. On va tenter ensemble de le décrire. Quelles sont ses caractéristiques, comment ils sont architecturés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 4 représentants de prestataires numériques. Alors j'ai à côté de moi Gwenaël Kermovan, responsable du Centre d'expertise mobilité d'Axians. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. À côté de moi, Jérôme Legrand, président de NeoEdge. Bonjour Laurent, merci. Et Richard Ramos, directeur général d'Insight. Bonjour. Alors, on a également avec nous en ligne François Leroy, directeur général d'Envolis. François, vous nous entendez ? Bonjour. Alors, on ne vous entend pas. Si, ça y est, bientôt ? Bon, en tout cas, on vous voit. Bon, merci messieurs d'avoir répondu à mon appel. Alors effectivement, on va parler des espaces de travail numérique. Alors vous avez chacun vos spécialités et puis vos marchés. Ce qui est intéressant, ça va être la complémentarité et la discussion. Alors, on va essayer déjà d'installer une définition. Alors est-ce que vous voulez peut-être, Gwenaël, définir ou moi j'en ai une à proposer. Je vous la lis et, allez-y, et vous me dites. Alors c'est une définition que j'ai récupérée sur TechTarget. Un espace de travail numérique est un cadre technologique intégré qui centralise la gestion des applications, des données et des points de terminaison d'une entreprise, permettant ainsi aux employés de collaborer et de travailler à distance. Ils sont conçus pour offrir une expérience unifiée et sécurisée, et ils offrent également un accès à distance sécurisé à l'utilisateur final. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout est dit. L'objectif, c'est bien de proposer cet espace dématérialisé à chaque utilisateur, qui puisse être adapté à son usage, suivant les conditions dans lesquelles il travaille, et puis en faisant toujours attention à la sécurité associée à cet espace. Alors, on va retrouver tous les outils de communication, de collaboration et de travail. Alors, un espace dématérialisé, déjà, pourquoi ? Pour différentes raisons. Il y a des entreprises qui ont besoin de cet espace, plutôt les utilisateurs ont besoin d'avoir une certaine agilité dans leur travail, d'être productifs à travers des outils dont ils peuvent disposer très facilement, très rapidement. Donc, on détache le poste de travail physique de l'utilisateur pour lui donner cette capacité à utiliser tous ces outils et tous ces fichiers dès qu'il le veut, dans les meilleures conditions. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai aussi cette définition-là. Chaque utilisateur doit pouvoir retrouver son environnement de travail depuis n'importe quel terminal, où qu'il soit et à tout instant. Je pense que c'est effectivement par rapport à la définition que vous avez faite au début, parler de télétravail, finalement, en fait, le travail dans l'entreprise ou le télétravail sont finalement peu différents. Ce qui est intéressant dans la notion de dématérialisation, c'est aussi la gestion de la contrainte de présence. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'entreprise, on a parlé en fait de la distance, mais on peut avoir aussi les aéroports quand on se déplace ou le train. Donc l'idée, en fait, c'est de considérer tous les endroits où on peut travailler et puis mettre les bonnes démarches à la fois techniques, on en a parlé un tout petit peu et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec Jérôme et Gwenaël, mais également les démarches organisationnelles. Donc il ne suffit pas de se dire j'ai un espace numérique que vous allez pouvoir l'utiliser, c'est vraiment comment j'accompagne l'usage c'est une transformation assez majeure du fonctionnement. Jérôme ? On est sorti complètement du cocon de l'entreprise, concrètement. Ça, c'est le constat de la digitalisation de l'espace de travail, c'est que l'accélération, ça a été effectivement le Covid. On a des populations qui ont depuis très longtemps été habituées au télétravail. On parle des commerciaux, on parle des techniciens itinérants. On mettait en place des solutions pour eux. Alors, ils n'avaient pas accès à tout, mais ils pouvaient travailler. Oui, parce que c'est une notion assez ancienne. Hein, c'est une notion qui reste malgré tout ancienne, mais avec une partie. Ce qui a vraiment changé en fait avec le Digital Workspace, c'est justement de pouvoir accéder aux outils de manière connectée ou déconnectée. On l'avait depuis longtemps, même avec des solutions Citrix. Nous, on l'installait en mairie déjà sans problème depuis les années 2000. Justement pour pouvoir pallier à tout ce qui était les problèmes opérationnels. J'ai un poste qui ne fonctionne plus, je me connectais à ma session d'à côté, je récupérais mon travail. Ça existait depuis longtemps. Mais
dans ce cocon d'entreprise. Tout à fait. Maintenant, Le fait de l'avoir ouvert, comme tu le dis C'est si ouvert. bien, avec tout ce qu'on voit sur la partie sécurité, en gare, en aéroport, à l'hôtel, en 4G, en 5G. oui, C'est puis on ça a qui des change. multiples devices. Hein. On peut être avec son smartphone et puis ensuite récupérer un poste de travail dans une Exactement. salle d'aéroport. Voilà, c'est ça le principe. D'ailleurs, Et c'est l'enjeu de cette multiplicité d'équipements et d'applications, avec des applications qui passent du mode installé à du mode web, des devices qui sont du poste physique à de la tablette ou du smartphone. On a besoin en plus d'amener de la gestion de tous ces équipements-là. Et on voit des technologies qui amènent de la souplesse sur le déploiement des applications, sur la capacité de se connecter très rapidement et de sécuriser ces connexions. Donc oui, c'est un vrai enjeu aujourd'hui Alors, qui dépasse l'entreprise. D'accord. Alors, l'entreprise. on va y revenir. Mais avant, je voudrais peut-être aborder donc le point du déclin de la virtualisation des postes de travail. On voit effectivement qu'il y a des tas de sortes de virtualisation. Mais historiquement, la plus connue, c'était le VDI. Citrix et VMware, qui étaient ultra dominants sur ce marché. On voit une forme de déclin quand même depuis quelques temps au profit des applications web. Alors, est-ce que vous êtes d'accord et pourquoi? Et est-ce que quels sont les avantages et les inconvénients de la virtualisation des applications web et des autres formes de virtualisation à Venel? Moi, ça fait plus de 25 ans que je fais cette approche-là. Donc, ce déclin, disons que il y a eu des vagues où tout le monde se disait, ça y est, on a trouvé la nouvelle solution, c'est le poste virtuel, tout le monde va se connecter à son poste et pouvoir travailler. Ça n'a pas été vrai, loin de là. Donc c'est quelque chose qui est toujours plutôt en approche tactique, où on va répondre à une problématique bien précise. Les enjeux de ces outils, c'est de continuer à être le plus... d'être capable plutôt de prendre tout en compte. Aujourd'hui, la visio et l'image et les animations sont partie prenante de tous les jours dans l'usage quotidien. Donc il faut que ces technologies puissent gérer ça. La réalité virtuelle, plein de technologies très compliquées. Et donc c'est pour ça que cette approche, elle est toujours sous-jacente, elle est toujours existante, elle répond à des vraies problématiques, mais elle n'est pas... ni en déclin, j'allais dire, Non. ni En expansion. en expansion énorme. D'accord. Voilà. Mais il y a une opposition avec les applications web ou c'est non, un parce paramètre que- de plus qu'il faut Non, gérer? parce qu'on s'est dit à un moment donné que les applications web, ça allait effectivement une manière de prendre n'importe quel poste de travail et de pouvoir travailler sur n'importe quelle application. On se rend compte que c'est pas vrai, de par la multiplicité des add-ons ou des modules complémentaires qui sont liés aux applications web. Et on a des structures qui ont choisi de faire tourner les applications web dans des postes virtuels pour des questions de stabilité, de facilité de mise à jour, de contrôle de ce qui se passe sur ces applications web. D'accord. Donc, c'est plus, pas incompatible, c'est il faut juste complémentaire. l'adapter aux enjeux. Jérôme? C'est complémentaire en fait. Aujourd'hui, il y a une hybridation. Il y a effectivement la partie SaaS, donc j'accède au travers d'un navigateur à des applications de gestion, de RP, des applications de type Office, sans problème. Mais après, vous avez toute la partie hybridation sur les autres usages. Tu le disais, tout ce qui va être par rapport au traitement de l'image. Nous, on a fait par exemple un travail pour une chaîne de télé en particulier où auparavant les studios de montage étaient dans chaque pays avec des infrastructures dédiées, spécialisées. En fait, aujourd'hui, avec des solutions type VMware, NVIDIA et du Workspace par exemple, on peut mettre en place des solutions qui soient performantes pour pouvoir faire ce traitement de l'image qui auparavant n'était pas possible. En centralisé? En centralisé, en France. D'accord. Ça reste limité à un point, malgré tout, qui va être le même dans l'ensemble des conversations. Et ça, c'est quelque chose qui a bien changé, d'ailleurs, grâce au Covid. Enfin, pas grâce au Covid, qui avait été mis en place avant le Covid. C'est-à-dire que le développement de la fibre en France, heureusement qu'il avait déjà pas mal avancé. Alors, Voilà. c'est pas égaux dans toutes les régions, on est d'accord. Mais Oui. malgré tout, ça reste lié à des usages et à une qualité d'accès. Mais avec la 4G et la 5G, ça a permis d'avancer là-dedans. D'accord. Mais du coup, on est vraiment parti sur plutôt une hybridation. Donc, je suis pas d'accord sur le fait qu'il y ait un déclin. D'accord. Il y a des besoins. OK. Mais avant, où on était parti sur c'est une nouvelle solution, ça va être la solution unique. Oui. Non, elles ont évolué et elles trouvent en fait leur marché. On peut le dire d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, sur les sujets collaboratifs,
on peut amener un ensemble d'outils collaboratifs, quel que soit l'endroit où on se trouve, et proposer un niveau équivalent de qualité de service, comme si on était au sein de l'entreprise. Et c'est le prisme de ma réponse éventuellement à la question de Johan, c'est de dire finalement, depuis le Covid, ce qui change majoritairement, c'est pas le fait de virtualiser davantage ou moins, effectivement, ça a été la rustine immédiate, c'est la réflexion sur les nouveaux usages. En disant finalement, est-ce qu'on doit redévelopper donc la question sur le web ou sur... c'est plutôt quelles applications on va transformer, quelles applications on va sécuriser, quelles applications on va réinventer. Finalement, on ne réinvente pas le métier, mais il y a des métiers qui évoluent. Effectivement, il y avait les commerciaux qui, à l'époque, avaient déjà cette tendance à être à distance. Maintenant, toute l'entreprise doit collaborer, alors sur des fois certains différents pays, parce que ce qu'on voit aussi majoritairement, c'est que ça a une incidence sur l'emploi. C'est-à-dire que, du coup, ça favorise l'utilisation de ressources qui ne sont pas nécessairement dans les pays. Et ce n'est pas forcément un désavantage pour les personnes qui travaillent dans ces pays. Donc, en mettant des nouveaux outils collaboratifs, des nouvelles formes de développement sont réellement différentes de ce qui se faisait il y a 4 ans. Et l'évolution technologique des grands constructeurs que l'on voit, elle pâtit du fait qu'ils apportaient un socle technique qui n'est pas forcément le nouveau socle technique que l'on recherche. Alors, je voudrais donner la parole à François Leroy. Vous nous entendez ? Moi, je vous entends très bien. Ok, on vous entend également. Alors, déjà sur la définition, et puis peut-être effectivement sur la question de savoir si la virtualisation est en perte de vitesse ou pas. Et comment vous abordez ce sujet ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites avec lesquelles je suis d'accord. On virtualise les espaces de travail depuis des décennies déjà. Une grande partie de nos clients faisaient déjà du bureau virtuel avant... du VDI avant le Covid. Ce que l'on peut constater, c'est que le Covid a été un facteur accélérant et puis il a mis en lumière un certain nombre d'enjeux de la sécurité, des authentifications. Mais toutes ces applications legacy qui étaient client-serveur étaient déjà distribuées, on va dire, un peu anywhere avec des technologies qui ont déjà été citées. D'accord. Dans la manière de regarder le marché d'Envolis, qui est un marché plutôt régional, on constate quand même que les espaces de travail VDI sont plutôt... on va dire plutôt en baisse. On remarque une hybridation accélérée des usages. Ce que l'on peut constater, c'est qu'on a de plus en plus de clients petits qui font du serverless, donc qui abandonnent carrément les infrastructures et qui vont chercher des applications full cloud qui génèrent d'autres difficultés qui sont par exemple faire communiquer entre elles. D'accord. Alors, peut-être qu'on peut aborder tout de suite le point des alternatives à VMware et Citrix. Alors, on a vu que pendant très longtemps, c'était ces deux-là qui avaient vraiment le lead sur ce marché. Microsoft a commencé à prendre de l'ampleur depuis quelques années. Au point que certains disent que maintenant c'est lui l'acteur dominant. On voit énormément d'alternatives. Alors là, je vais citer des marques qui sont plutôt américaines, mais on en a aussi en France. Il y a Verge.io, il y a Nutanix, qui avait racheté Frame, il y a Amazon Workspace Core, il y a Cameo, Dision, Ericom, etc., etc. Alors, je vais me tourner peut-être vers Gwenaël. Est-ce qu'on voit ces marques en France ? Alors, on avait parlé, nous, en France, de Systentia. C'est ça qui m'intéresserait, c'est de voir les acteurs français. Et est-ce qu'ils sont cantonnés à des marchés de niche ou est-ce qu'ils ont... Là, on l'a parlé plusieurs fois, on est vraiment sur un mode aussi, un contexte un peu hybride. Donc, il y a des... si on se positionne sur les besoins d'infrastructures on-prem, les solutions de Microsoft ont sans cesse évolué, donc ont pris la place de solutions Citrix ou VMware sur des besoins très simples, ou relativement simples, parce que le produit a quand même fortement évolué. Donc Citrix et VMware ont plutôt choisi des offres complètes où on a des capacités d'évolution, d'hybridation entre des infrastructures externes sur les clouds publics ou en interne. Donc ils ont cherché vraiment à avoir un maximum de fonctionnalités. Et puis on a vu tous les produits que vous avez cités. Certains produits sont 100% des surcouches à Microsoft, donc apportant telle ou telle petite fonctionnalité supplémentaire. Ou alors des solutions, à ce moment-là, on bascule dans le monde cloud, 100%. Et là, on a plutôt du PC as a service, la consommation de postes de travail.
Et là, de la même manière, Microsoft s'est positionné fortement sur ce sujet-là. Le vrai enjeu autour de ça, c'est comme toujours sur la partie cloud, comment aborder cette approche de consommation, d'usage, de contrôle de cet usage. Oui, on voit d'ailleurs apparaître chez Microsoft et AWS des offres forfaitaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a des postes dans le mode cloud qui sont 100% à un prix fixe pour le mois, quelle que soit la consommation qu'on va en faire. Donc on voit qu'il y a un changement un petit peu d'approche par rapport à la consommation, à l'usage. Donc c'est de vraies réflexions qu'il faut avoir. Là, on est dans du desktop as a service Complètement. Oui. Voilà. D'accord. Mais le desktop as a service, il ne faut pas le voir. Comme je dis toujours, le cloud, ce n'est pas un lieu, hein, c'est une manière de fonctionner. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va faire du cloud chez Azure qu'on ne peut pas faire du cloud chez soi. L'idée, c'est le desktop as a service, c'est de proposer un poste le plus rapidement possible, de façon dynamique, pour offrir tous les besoins qu'aurait un utilisateur à un instant T. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ces alternatives ? Richard ? Alors, peut-être, pour compléter ce que dit Gwenaël, en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ces alternatives, elles deviennent transparentes. En fait, on bascule sur du VDI Microsoft sans s'en rendre compte. Et de la même façon sur Amazon, du fait de tarification qui inclut des services étendus, effectivement, c'est vraiment la grande tendance. Finalement, certains acteurs, effectivement, sont en difficulté assez évidente, parce que ils sont restés en disant c'est la DSI qui définit un espace de virtuel déterminé, qui est peu expansif, alors qu'en fait, il y a des enjeux de sécurité sur lesquels je pense que Jérôme pourra sans doute rebondir et donner une vision très intéressante. Mais l'idée, si on gère la sécurité, si on gère l'usage au niveau de l'utilisateur, si on gère l'usage au niveau des métiers, finalement, la DSI, avec son offre VDI, est un peu marginalisée. Et c'est pour ça qu'en fait, on rentre dans des réflexions plus globales qui mettent en péril certains des acteurs qui ont été cités. Ensuite, si on prend VMware... Est-ce que vous pensez à Citrix ? Et si on prend VMware avec ses approches packagées, effectivement, la containerisation, qui est une forme en fait, de virtualisation au niveau de l'application, permet en fait, d'imaginer des choses nouvelles. Finalement, je ne les sens pas aussi en danger que ça. D'accord. L'enjeu, en fait, il y a plusieurs enjeux. Il y en a un qui est majeur. Quand on parle des différentes solutions de virtualisation, malgré tout, les promesses d'un VMware, typiquement, c'est la scalabilité et l'évolution. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'auparavant, comme je disais tout à l'heure, on est sorti du cocon de l'entreprise. J'ai toujours mon infrastructure chez moi, à côté de moi. En fait, on est en train de partir dans des infrastructures hybrides, multi-cloud. L'hybride, le multi-cloud, ça impose quoi ? Ça impose d'avoir une vraie stratégie. Parce que si vous n'avez pas de stratégie, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on part sur du cloud chaos. Le cloud chaos, c'est quoi ? C'est chez plusieurs clouds gérés différemment, des applications SaaS qui ne sont pas forcément gérées par la DSI, qui peuvent être gérées par d'autres services, d'autres usines, quand on est en multisite. Et les principes et les fondements de base aujourd'hui, ça va être la sécurité. La promesse d'un partenaire VMware, c'est de dire les infrastructures que j'ai mises sur VMware, j'en mets une partie sur des instances VMware chez Amazon, chez Microsoft, avec AVS par exemple. Dans plusieurs sites, je peux les contrôler en centrale. Et là-dessus, ils ont quand même en fait des longueurs d'avance. Il y a d'autres solutions autour de la virtualisation avec des solutions comme Nutanix, qui fonctionnent aussi bien. On en voit pas mal en data center. Mais vraiment, la promesse qui est importante aujourd'hui, c'est vraiment cette spécificité multi-cloud. D'accord. Et cette spécificité multi-cloud avec une stratégie et la sécurité. Moi, je rebondirais un peu là-dessus. C'est que, quoi qu'on en dise, stratégie, multi-cloud, infrastructure à droite et à gauche, le nerf de la guerre, c'est l'expérience utilisateur. Ah oui. Et cette expérience utilisateur, moi je la retrouve facilement chez Citrix, peut-être plus que chez d'autres solutions, parce qu'ils ont 25 ans d'expertise, parce qu'ils ont traité un peu tous les cas de figure, ils ont cherché à faire évoluer au maximum leurs solutions. Et je reprends le Nutanix Frame par exemple, il y a certaines limites dans le Nutanix Frame qui ne sont pas acceptables par rapport à un utilisateur. Donc il faut vraiment faire attention, il faut prendre la part des choses. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un projet DSI, c'est un projet métier. Et donc, quelle que soit l'architecture qu'on va mettre derrière, la technologie qu'on va mettre derrière, le résultat, c'est ce que va adopter l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur va adopter ou pas la solution qu'on lui propose ? Je voudrais m'adresser à François. François, vous gardez une expertise aussi forte en Citrix. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat ?
Pour repositionner, en fait, sur tous les acteurs que tu as cités, Johan, il y en a qui font de l'IAS, il y en a qui font du PaaS, il y en a qui font du desktop as a service, et ils ont pas toutes leurs forces ne sont pas toutes au même endroit. Citrix et VMware, VMware et Nutanix, et donc ils n'ont pas tous les mêmes spécificités dues à leurs histoires techniques. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir sur la partie Citrix, c'est qu'on a toujours des demandes. On continue à en faire. Je partage le discours de Gwenaël qui parle de l'usage utilisateur et de la force technique de Citrix sur ces usages-là. Néanmoins, on peut avoir, de notre point de vue, on peut voir quand même un effritement de cette base installée, malgré, on va dire peut-être un peu accéléré aussi par des coûts de licence qui augmentent, par le rachat de Tipco, les effets de lock-in, même s'ils sont importants chez les éditeurs, ce qu'on se rend compte, c'est que les prix qui montent, à un moment donné, le coût matériel du transfert technologique arrive à un certain point qui fait qu'il y a des gens qui préfèrent quitter la technologie que de la conserver. Et c'est très juste. L'effet Oui, l'effet prix a une incidence majeure sur les Alors transformations. parlons-en de l'effet prix, parce qu'effectivement, là, c'est assez récurrent dans toutes les conversations depuis quelques mois. Les hausses de prix n'ont pas suivi l'inflation, elles l'ont largement dépassée. Donc, voilà. Et on voit que là, tout le monde, enfin, en tout cas, tous les leaders s'y sont mis. Est-ce que, justement, c'est pas une fenêtre, une opportunité pour les challengers? Alors, on peut le voir de deux manières. Soit l'approche qui avait été engagée sur la virtualisation n'est plus la bonne, ou n'est plus adaptée, donc on rebascule sur un schéma. Le discours s'est posé quand le télétravail s'est imposé à travers la crise Covid. C'est est-ce qu'on déploie des portables ou est-ce qu'on essaie de faire de la virtualisation? Voilà. Et il y a des gens qui se sont sortis en mettant des portables avec beaucoup de choses derrière, mais ils ont... Bon. Donc, soit la virtualisation ou le déport du poste de travail à travers un espace n'est pas la bonne réponse et on revient sur des éléments physiques, mais avec beaucoup de technologies qui permettent une amélioration de la gestion de ces postes physiques. Soit on reste sur cette virtualisation. Et là, il y a des coûts qui sont toujours compliqués à justifier parce qu'on parle de service, on parle d'usage. Donc, on ne fait pas nécessairement des économies directes, mais on répond à des vrais usages qui ne peuvent pas être traités autrement que par la virtualisation. D'accord. Donc il faut réussir à mettre en avant, enfin je pense que c'est le discours qu'on a tout le temps, mettre en avant la solution qui vraiment répond le mieux et qui offre des gains de productivité dans ce contexte-là. Jérôme, un mot? Concrètement, la rationalisation, on a eu tendance avec la virtualisation à développer des applications, développer du service, oublier des machines qui dormaient, qui fonctionnaient, donc qui consomment du processeur, de la mémoire, du disque, etc. Donc ça fait depuis un petit moment on entame régulièrement des opérations avant de migrer, d'évoluer, de voir, on va peut-être commencer à rationaliser. Est-ce que c'est important que ça tourne sur des infrastructures qui coûtent cher ou est-ce qu'on peut la mettre sur l'infrastructure de sauvegarde qui coûte pas cher? Vous avez le même principe sur les instances Azure, AWS. Oui. Le même principe, on en parlait tout à l'heure. On était à la conso. À la conso, moi j'ai des confrères qui se sont montés, qui font des audits et qui s'engagent à dire « je vais vous faire baisser votre abonnement de 30%. » Votre abonnement quoi? Votre abonnement AWS, Azure, souscription, Desktop as a Service, Workspace as a Service. D'accord. Et en fait, ce sont des chantiers qui sont larges parce que vous avez aussi toute une partie de politique pourtant, on a mis en place la RGPD en France. Normalement, quand un utilisateur s'en va, on doit faire un peu le ménage. On a des principes légaux à réaliser et beaucoup d'entreprises ne le font pas. Donc, et qu'est-ce que ça implique? C'est du coup. C'est du coup. Si vous avez 1500 utilisateurs présents pour 1200 effectifs, il y a peut-être un petit problème quelque part en termes de licence, en termes de consommation, etc. Mais ça va aussi dans la partie applicative, des applications qui sont plus utilisées. Non, mais on va la garder quand même, on aura besoin d'y retourner. Ok, pas de souci. En combien de temps il faut qu'on puisse réaccéder à la donnée comme ça tout de suite ou c'est pas grave si c'est dans 3 jours? Et tout ça, c'est aussi un enjeu.
C'est un enjeu majeur parce que ça prend de la place. On parle de la consommation de la donnée. On a tous notre smartphone. La vidéo du chaton qu'on a enregistrée pour transférer une fois et qu'on a gardée, ça fait 2 ans qu'elle est en stockage sur un Google Cloud, sur un Apple Cloud. Enfin, toutes ces parties de consommation-là, ça va être un enjeu. On n'y pense pas encore. Mais en tout cas, nous, on le voit dans le domaine de l'entreprise sur certains points qui sont des quick wins en plus, vraiment. Mais c'est beaucoup plus large. Je pense que c'est beaucoup plus large. Donc vous voulez dire que, bon, finalement, l'aspect licence là-dedans, c'est noyé dans un ensemble? Alors non, c'est pas ça. C'est que l'aspect licence de rationaliser et de réfléchir à ce qu'on utilise et ce qu'on en fait, l'augmentation du prix des licences, enfin, je veux dire, on est passé des modes perpétuels en mode souscription, ça passe partout. Mais ça implique quoi aussi? Ça implique d'avoir un service, une qualité de service. On a là un grand client qui s'est fait poutrer il y a très peu de temps parce que malheureusement, il n'avait pas toutes ses instances à jour qui étaient en accès sur le web. Vous savez, pour 3 000 ou 4 000 euros de renouvellement de licence, le coût journalier, il va le ressentir. Il n'y a pas de souci. L'avantage de la souscription, malgré tout, c'est que c'est la promesse d'avoir des instances à jour et de ne pas rester figé. On a beaucoup de choses qui sont sous forme d'abonnement. On met de plus en plus de contrôles. On en parlait tout à l'heure, mais sur la partie Zero Trust. Mais aujourd'hui, vous faites un virement bancaire, vous avez le MFA en perso. Je veux dire, l'accès aux données de l'entreprise doit fonctionner aussi avec des contrôles de cette manière. Et oui, il y a une augmentation des coûts de licence, mais il y a d'autres secrets avant qui sont vraiment bien importants. Alors, on peut peut-être parler un petit peu des offres de postes de travail sous forme de services promus par les constructeurs. Alors, effectivement, hein, les HP, les Dell ont eu beaucoup de mal à vendre leurs PC. Enfin, voilà, cycliquement, ils ont du mal à vendre leurs PC et ils cherchent effectivement à imiter les entreprises du cloud en les proposant sous forme d'abonnement. Ça fait très longtemps qu'ils essayent de pousser ça, avec assez peu de succès, j'ai l'impression. Par définition, ce sont des constructeurs, donc ils cherchent plutôt à vendre du matériel que de la licence et des solutions de dématérialisation. Donc, je pense que finalement, leur job à eux, c'est potentiellement de faire des postes de travail qui soient économiquement, écologiquement acceptables. C'est-à-dire qu'on peut recycler avec un coût de fabrication le plus écologique possible. Donc, oui, puis peut-être de les faire durer. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que quand on parlait de coûts tout à l'heure, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Hein. Quand on décide d'aller vers la virtualisation du poste, c'est aussi de dire mon poste de travail, je le maintiens non pas 3 ans, 7 ans, mais 10 ans. Et c'est un coût réel. Je me permets de revenir là-dessus parce que, en fait, c'est souvent le fantasme des directions financières. De se dire, je vais pouvoir étendre la durée de vie de mon ordinateur. Si on constate bien, en fait, le coût principal en fait, de la pandémie, ça a été essentiellement la productivité individuelle. Et beaucoup de grandes entreprises, alors moi je travaille plutôt avec des grandes entreprises, se posent la question de se dire, mais comment on peut améliorer les choses? Et on a fait des essais avec certaines grandes entreprises en disant, est-ce qu'on peut laisser le choix de l'ordinateur aux personnes? Et on s'est rendu compte que quand le choix était donné à l'utilisateur, avec un grand écran, avec un système audio adapté, la performance individuelle s'améliorait. De ce fait, si on compare en fait le coût de la licence rapporté au coût de la productivité individuelle, principal poste de dépense des entreprises, les salaires, ou d'investissement des entreprises, les salaires, on se dit que finalement, c'est la direction financière qui dit on va continuer à acheter des ordinateurs. Le cycle, il va repartir en fait. Hein, la baisse en fait des achats informatiques, c'est globalement, il y a eu massivement des achats informatiques, voire plusieurs postes par personne. Et au bout d'un moment, la DAF a dit il faut arrêter maintenant de dépenser l'argent sans considération. Donc, mon point, c'est de se dire, on parle d'espace numérique de travail. Le premier poste d'espace numérique, c'est l'ordinateur.
Donc il y a en fait des investissements qui vont repartir. Ce poste, il faut le sécuriser. Et effectivement, ils sont tous en train de proposer des services essentiellement de sécurisation du poste de travail, avec plein de choses qui sont super intéressantes. Le téléchargement d'images, la possibilité de bloquer les postes avec des tas de solutions. Et ensuite, tout ça vient s'inscrire dans l'espace numérique au sens large, donc la virtualisation, le cloud. Et donc maintenant, il faut revamper les applications pour qu'elles s'inscrivent sur la démarche du beau. Je crois que les constructeurs d'ordinateurs n'ont pas trop à s'inquiéter, simplement ils doivent réinventer. Et effectivement, il y a la notion de RSE qui est importante en disant si on achète plein d'ordinateurs, qu'on les met dans la nature et qu'on ne sait pas comment les traiter, si on n'utilise pas des plastiques recyclables, finalement, est-ce qu'on est vraiment citoyen? Donc, tout ça se mélange, mais on voit que globalement, l'évolution des investissements informatiques est toujours le même, voire un peu plus. Simplement, ce sont les décisions en fait, où on met cet argent qui incite à créer de la concurrence, telle que vous l'avez évoqué. Je ne vais pas déflorer le troisième sujet, mais par exemple, Dell a sorti des PC IA, donc des PC qui ont des puces spécialisées pour traiter de l'IA. Ça veut dire qu'il faut renouveler tous ces postes pour faire du copilote, c'est pas possible. Donc effectivement, on peut se dire que combiner des besoins le réel en local et utiliser de la puissance en centrale, avec on parlait d'NVIDIA tout à l'heure sur des postes virtuels, là on va apporter la puissance nécessaire pour faire de l'IA, par exemple. Exactement. Ce qui a changé en particulier, c'est le fondement, c'est le cycle de vie. On l'a connu dans la partie infrastructure serveur. Pendant longtemps, les infrastructures, elles changeaient tous les 3 ans. Parce qu'en fait, au bout de 2 ans et demi, on commençait à avoir des manques de space, des manques de puissance. Et en fait, au bout d'un moment, la technologie est devenue tellement importante qu'on a commencé à faire des infrastructures qui ont changé 5 ans, aujourd'hui 7 ans. On propose du 7 ans. On part sur du 7 ans. Pourquoi ? Parce que... Et ça, c'est récent. Enfin, c'est une évolution récente. Franchement, ça fait bien 3-4 ans oui. C'est comme ça. Hein. Oui, mais enfin... ça reste une évolution récente, malgré tout. C'est post-Covid. Et on arrive à la même chose dans les postes de travail ? Sur les postes de travail, sans problème. Depuis l'arrivée du SSD, déjà... Le point majeur de friction d'un poste... Alors, bon, nous, c'est pas notre métier, hein, mais on les utilise. Depuis l'arrivée du SSD... On n'a plus le syndrome du SARAM quand même. Hein. D'accord. Donc en fait, le cycle de vie des postes est devenu plus important. Même pour moi, avec une grosse population d'ingénieurs, les postes, ils les gardent 3 ans. Avant, ils les gardaient 18 mois. Hein. Faire tourner des machines dessus, etc. Dans le groupe où je travaille, on propose, pour les gens qui veulent garder plus longtemps leur PC ou leur smartphone, un élément financier. D'accord. Ah, bien, ça. Plutôt que de le renouveler systématiquement. Et après, il y a la démultiplication. Donc, on les garde plus longtemps. On prend des garanties aussi de départ plus longues. On a un meilleur service aussi des constructeurs, il faut reconnaître. Enfin, du HP, du Apple, du Lenovo, du Dell. Enfin, franchement, concrètement, ils interviennent en général rapidement. On n'a pas trop de soucis. Qu'est-ce qui change en fait ? C'est plutôt les usages. C'est qu'on n'est plus sur un poste physique avec un grand écran au bureau. Non, j'ai juste un grand écran et je me branche avec mon portable. Souvent, je veux le même grand écran à la maison. Pendant un moment, il y avait même un meilleur écran à la maison qu'au bureau. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et j'ai un smartphone plutôt bien fonctionnel, une tablette. C'est la démultiplication des équipements. Et là, on va en revenir sur le principe de tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir ma présentation que je peux avoir sur ma tablette à l'instant T, sécurisée, avec le même niveau de détail que j'avais sur mon PC et que je peux retrouver sur mon smartphone. D'ailleurs, pour revenir à la question initiale, tu l'avais évoqué tout à l'heure, et moi je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai, on ne parle plus nécessairement de digital workplace, mais workspace. Oui. Voilà, c'est un espace de travail, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et cet espace est constitué d'équipements, d'applications, mais on n'est plus à un endroit donné pour faire son travail. Voilà, on est en plus dans un espace, une notion de dématérialisation. On est vraiment sur le any device, any user, anywhere. François, vous vouliez peut-être vous exprimer sur ce sujet. On va bientôt fermer la table ronde. Ouais. Assez rapidement, je confirme chez nos clients, en fait, pour parler un peu de RSE et de qualité des investissements, on les oriente, en tout cas, on les conseille de prendre des machines plus puissantes qui vont durer dans le temps et de les garantir. On avait une limite jusqu'à quelques trimestres, c'est que les constructeurs, en fait, ne garantissaient pas la production de patchs de sécurité sur les machines vieillissantes, ce qui pose un problème sur le cycle de vie des machines. C'est difficile d'aller voir des DSI, leur proposer des postes reconditionnés ou des postes qui vont durer longtemps si on n'est pas capable de garantir leur sécurité dans le temps. C'est un phénomène qui est un peu en train de changer puisque maintenant les constructeurs se rendent compte qu'il y a du business derrière ça et que faire durer des postes plus longtemps, ça va leur permettre à eux aussi de pouvoir prendre des parts de marché.
Et vendre des Et outils de management du poste. Alors, du coup, on en a très peu parlé. J'ai envie de partager quelque chose en fait intéressant. C'est très générationnel. Les jeunes générations demandent à avoir des ordinateurs reconditionnés. Donc certains très grands comptes demandent à ce qu'on trouve, parce que ce n'était pas notre métier, des ordinateurs reconditionnés, parce que c'est l'exigence de certaines populations qui arrivent en disant finalement il n'y a pas de raison de racheter du neuf alors qu'on peut utiliser l'ancien. Donc, Mais on sait tous que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de reconditionnés. Pour tout le monde. Si peut-être un dernier mot sur les problématiques de souveraineté. Alors on l'a un peu effleuré, mais la souveraineté dans tout ça. Ça dépend. Vaste question. En fait, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Il y a pas de, je me permets. Vas-y. Il n'y a pas de solution. Si on parle de solution digital workspace au sein de l'entreprise, elle existe. Point final. Si on parle de solutions hybridées, voire dans un contexte cloud public, on met ces données, on met ces environnements quelque part sur le cloud. Donc, il y a des offres qui existent. Souveraine, externalisée, par exemple, je crois que chez OVH, il y a une offre à travers l'offre VMware qui permet d'avoir des postes de travail virtuel posés chez OVH. Donc on a quelque chose qui est souverain. Et puis après, d'autres structures qui existent en France qui ont développé aussi. On est tous fournisseurs de service providers, donc on a aussi nos offres de postes de travail à la demande. Packagé, sécurisé, avec des données maîtrisées. Donc oui, il y a des offres qui existent. Un mot ou pas? Effectivement, en fait, la souveraineté, si on prend en fait des exemples comme OVH, qui font un bon boulot, mais ils s'appuient sur des infrastructures américaines. Donc la question, c'est de savoir, en fait, est-ce que la souveraineté, c'est le pilotage, ou est-ce que c'est la souveraineté, c'est l'appartenance locale ou physique, en fait, des données. Donc on a écrit un livre blanc là-dessus en disant finalement on peut très bien être souverain en ayant des applications, des données réparties sur plusieurs territoires. Donc à mon sens c'est réducteur que de le voir comme étant en fait simplement des machines basées en France qui sont donc une offre souveraine. Et on a parlé d'offres type Thales qui travaillent sur des niveaux de sécurité très avancés et finalement qui peuvent donner une forme de souveraineté encore plus intéressante que d'avoir les ordinateurs en région parisienne. Puisqu'on ne parle pas du lien entre l'utilisateur et son poste de travail virtuel. Non plus. Pour moi, la prise en compte de la problématique, c'est plutôt... ça dépend de la sensibilité des données du client. On en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui, on est sur du multi-cloud, on est sur de l'hybride. Quelles sont les données qui ont besoin d'une vraie souveraineté ? En fait, aujourd'hui, la plupart des hyperscalers essayent d'être de plus en plus transparents autour de ça, mais en fait, en cas de doute, il n'y a pas de question. Les données, on a besoin d'une souveraineté, on les met sur un cloud privé, tout simplement. On en parlait tout à l'heure, le cloud, ça adresse aujourd'hui que 25% des entreprises en France, et peut-être 3 ou 4% seulement sur du cloud privé. Le reste, vous avez une grosse majorité de cloud hybride, et 20% sur du cloud public. Donc la question, c'est de ne pas mettre tout dans un cloud souverain, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en cloud souverain et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en sécurité. C'est vraiment les fondements sur l'architecture, comment on la conçoit, et en fait que le poste soit en desktop as a service ou pas, c'est quelle est la donnée, comment j'y accède, qui a le droit d'y accéder, comment je la sauvegarde, comment je la restaure. Et en fait, le fondement important, c'est ça. La question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les données que j'ai besoin de mettre dans un Azure, dans un AWS, dans un cloud privé, comment je les sauvegarde, comment je les restaure. C'est la partie la plus importante. Bon, mais très bien. Voilà, on va clore cette table ronde sur ces mots.